Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus pour cette seconde édition. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances depuis la fois dernière. Julien, est-ce que tu as passé de bonnes vacances cet été? Alors j'ai pas pris de vacances cet été malheureusement, mais c'est pour très bientôt puisque ce sera demain soir. Écoute, nous te souhaitons par avance de bonnes vacances. Et nous allons commencer par présenter nos intervenants du jour. Alex de Asphalt, qui va nous parler de skate électrique. Enchanté, merci pour l'invitation. Écoute, c'est un grand plaisir de te recevoir. Et Anthony, du coup, de Myriad, qui nous vient tout droit de Paris. Un vrai plaisir de faire partie de cet apéro, enfin Webinews. Rien que le nom, vous m'aviez déjà conquis, les gars. C'est un apéro, on peut se le dire, il n'y a pas de problème. Alors, avant d'échanger avec vous, on va faire un petit tour des actualités. Donc, la foire fait son pitch. Donc, hier après-midi, il y a eu le premier pitch de start-up organisé par la CCI de la Marne à la foire. Donc, il y a 9 start-up qui ont pu pitcher devant un public, donc composé de professionnels de l'innovation et d'investisseurs. Les rencontres interréseaux, donc l'événement proposé par l'ensemble des acteurs de l'écosystème local aura lieu le 21 septembre dans les locaux de Saint-Plon à Reims. Donc, c'est à partir de 9h. Si vous voulez plus d'informations, tout est sur notre page LinkedIn. Donc, on a fait un relais un petit peu de la news. Point commission IA, donc à la French Tech Grand Reims, on a une commission IA qui est tenue par Colin Chabalier et Cécile Sélinger. Donc ils sont actuellement en train de rechercher des entreprises intéressées ou utilisatrices de l'IA pour recenser un peu les besoins sur le territoire et ensuite proposer des solutions éventuellement, que ce soit sur la partie recrutement, la partie formation qui pourrait manquer un petit peu dans le coin simplement, et de permettre un petit peu d'évoluer sur ce point. Donc si vous avez des connaissances ou si vous-même êtes intéressé par l'IA et utilisateur, n'hésitez pas à revenir vers nous pour participer à cette commission. Voilà, et ensuite, donc on a une page écosystème, donc les adhérents de la French Tech Grand Reims ont recensé de la matière la plus exhaustive possible, l'ensemble de l'écosystème. Voilà, donc on a créé une page un petit peu avec tous les membres de l'écosystème que vous pouvez retrouver directement sur la page du reims.tech, donc du coup de la French Tech Grand Reims, qui vous permettra de retrouver un petit peu tous les adhérents qui sont chez nous. Julien, les nouveaux membres? Oui, en parlant d'adhérents, on a quelques nouveaux membres dont on peut vous parler, notamment Learning Vibes, qui est une solution de digitalisation pour les contenus de formation, j'imagine pour faire des formations à distance. Your Event Manager, qui est un système de gestion de réservation pour l'organisation en fait, des événements d'entreprise, donc restauration, team building, hôtel, etc. Enedis. Je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire de parler d'Enedis, mais en tout cas sur la French Tech, leur intérêt c'est surtout de pouvoir mettre en avant les données qu'ils ont à disposition des startups dans le but de pouvoir améliorer la gestion de la distribution de l'énergie. Et puis Asphalt, dont on va parler juste après. Voilà. Alors j'invite les gens de Learning Vibes, Your Event Manager ou Enedis à nous contacter si j'ai dit des bêtises. Comme ça, on pourra organiser un webinews avec eux. Ce sera l'occasion de corriger tout ça. Donc voilà pour les petites présentations. Écoute, Alex, je commence si tu veux bien commencer plutôt. Yes. Je commence par toi. Qui es-tu, Alex? Alors, pour me présenter en quelques mots, donc moi c'est Alexandre Achy, j'ai 26 ans et donc rémois de naissance. Et après avoir fait mes études sur Metz et sur Châlons, je suis revenu m'installer à Reims pour monter l'entreprise Asphalt Technologies. Donc en fait, Asphalt, c'est l'ambition d'Asphalt est de créer donc le skateboard électrique 100% français. Donc en fait, un skateboard électrique, qu'est-ce que c'est? C'est une planche motorisée qui a donc des moteurs dans ses deux roues à l'arrière et qui est contrôlée par une petite télécommande sans fil. Et pourquoi motoriser une planche? C'est parce qu'en fait, dans les plaines champenoises, pour pouvoir trouver des grandes descentes et s'entraîner à grande vitesse, c'est assez compliqué. Et comme on ne peut pas forcément aller tous les week-ends à la montagne pour prendre de la vitesse, c'était un peu une alternative technique pour pouvoir donc pratiquer son sport de montagne, mais dès le pas de sa porte. Effectivement, c'est une bonne raison. Alors, avant qu'on parte un petit peu sur le produit, je voudrais qu'on parle de toi, du coup. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à créer ce type de skate? Est-ce que c'est à travers tes études justement, où à un moment donné tu t'es dit ok,
Toi, tu as fait des études d'ingénieur, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, c'est parti donc, à la fin de mes études d'ingénieur. Donc, sur mon temps libre, je m'étais passionné de skateboard et de longboard depuis quelques temps. Et à côté de ça, du coup, donc, j'avais fait des études aux arts et métiers de Châlons-en-Champagne. Donc, des études axées mécanique, productique et surtout recherche et développement. Et en fait, c'était en projet de fin d'études que j'avais proposé ce sujet qui me trottait dans la tête depuis un moment. Et que c'était la meilleure façon que j'avais trouvé de pouvoir mettre en place, d'utiliser en fait tout ce que j'ai pu apprendre durant tout mon cursus scolaire, et en même temps mes passions qui étaient les nouvelles technologies, l'impression 3D, la technique, etc. Ok, donc du coup c'est un projet de fin d'études du coup que tu as transformé derrière en société. Exactement, c'est ça. Donc les 6 mois de projet théorique sur papier, avec la passion qu'a pris le dessus, c'est devenu 4 ans plus tard donc la société Asphalt Technologies qui existe aujourd'hui. Eh ben, c'est top. Quand on avait discuté, je me souviens que tu avais dit que tu avais choisi justement, tu étais un petit peu à la limite entre soit tu prenais un boulot, c'est ça, tu avais une offre d'emploi en fait. C'est ça. En tant qu'ingé, ou justement basculer. Exactement. Parce qu'en fait, en toutes mes études d'ingé, j'étais donc en alternance, je travaillais dans l'automobile. On était chez ThyssenKrupp, donc c'était une boîte qui travaillait en tant que fournisseur de pièces pour Mercedes. Et donc j'avais fait tout mon cursus en alternance là-bas, et en fin d'études, c'était justement ce grand dilemme de se dire d'un côté donc j'ai Asphalt qui est déjà en train de naître, parce que j'avais déjà attaqué donc ce projet d'école, que je savais qu'il avait vraiment quelque chose à pouvoir être poussé, ou de l'autre côté l'entreprise dans laquelle j'étais qui me proposait donc d'être embauché directement. Et en fait ça a été là le premier virage pour le projet qui était en train de naître, de se dire est-ce que je m'y mets à fond, à plein temps, et je pousse vraiment le concept jusqu'au bout, ou bien je fais le choix de le garder en tant que passion sur mon temps libre, mais du coup la manière d'atteindre son objectif et son rêve aurait été forcément plus longue et le parcours aurait été différent quoi, en fait. C'est vrai ? Non, je disais, j'ai fait la même chose que toi, le même choix que toi. Je me reconnais dans ton discours. Je pense qu'il y a pas mal de porteurs qui ont dû passer un peu par ce dilemme-là, de se dire est-ce qu'il faut que ça reste un projet secondaire sur mon temps libre, ou à quel moment est-ce qu'il faut vraiment que je me dise maintenant si je veux avancer et vraiment pouvoir voir grand, il faut que je m'y mette. C'est sûr que pour se développer à un moment donné, c'est comme tu dis, c'est soit tu t'y mets à 100%, soit tu fais ça un petit peu sur le côté, mais du coup les temps sont multipliés quoi. Exactement. Ouais, résister à sa passion. Ouais, c'est dur de résister à sa passion, t'as juste envie de te lancer quoi. Ouais, clairement, c'est sûr que quand en plus tu étais passionné de skate, t'as les capacités techniques justement pour créer un skate électrique. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est difficile de se dire je vais prendre le CDI pour la sécurité et tout quoi. Je peux tout à fait comprendre ça. Donc la démarche, donc du coup, tu dis ok, je vais monter une boîte. Du coup, tu as fait comment? Tu es passé par un incubateur? C'est ça. Donc en fait, dans l'historique, c'est ça. Je venais de finir donc mes études, ce projet donc de fin d'études qui était donc un projet donc de R&D, donc encore quelque chose de très théorique sur papier. Et donc je me suis dit on va dire j'ai fait déjà une grosse partie de la partie laborieuse, on va dire, de déjà savoir comment faire fonctionner le système. Et donc j'ai continué d'abord dans un premier temps dans mon coin, on va dire, sur la partie technique. Et ensuite c'est là en fait où j'ai rejoint le premier incubateur, donc le Creative Labs de l'université de Reims, qui en fait est venu m'accompagner sur cette transformation, on va dire, de l'idée à un véritable projet, dans le sens où l'idée était vraiment donc le produit, le début de la R&D, etc. Mais en fait, pour le transformer vraiment en projet, c'est le moment en fait où on commence à regarder tous les thèmes à aborder, que ce soit l'étude de marché, enfin tout ce qui est business plan, business model, etc. La partie com, j'imagine. Exactement. C'est vrai que dans ces cas-là, les incubateurs ont tout leur intérêt à ce niveau-là, c'est que justement, toi, tu viens avec ton idée concrète, et après, eux, ils t'aident justement à avoir toute la partie qui peuvent t'échapper, comme l'administratif, etc., qui peuvent être assez rigoureux. Exactement. En fait, c'était ça la vraie valeur ajoutée en fait du fait d'être suivi et accompagné. En fait, c'est parce que
Disons que sur la partie donc technique, les compétences je les avais, mais du coup sur la partie globale du projet et même du coup de l'entreprise après qui s'est montée, quand je suis arrivé la première fois dans un incubateur, c'est la première fois qu'on me parlait d'études de marché, de communication, de finance, donc tous les autres thèmes en fait autour. Et c'est là où les incubateurs nous aident, nous accompagnent et nous forment aussi à tous ces thèmes. Et je t'entends dire que les compétences techniques, tu les as, donc c'est vraiment toi, tu sais faire un skate électrique. C'est ça. Donc en fait, le défi en fait de recherche et développement du tout début du projet était déjà de se dire, bah voilà, aujourd'hui, quelle puissance de moteur est-ce qu'il faut mettre, comment ce moteur on va l'alimenter, donc avec quelle batterie, quelle technologie de batterie, quelle chimie, en face du coup quelle puissance aussi de batterie, et entre les deux, comment est-ce qu'on va le piloter grâce à la carte mère et la télécommande donc que l'utilisateur tient dans les mains. Non, je vois, en fait, c'est pas... je m'étais mal exprimé, en fait, c'est pas genre tu vas faire tous les composants, c'est tu vois, en fait, tu comprends quels composants ils font agencer entre eux pour que derrière ça fasse un ensemble, donc ton moteur, et que ça aille ensemble sur ton skate. C'est ça. Et exactement. Ça, c'est grâce à tes études, je suppose. C'était ça en fait, c'était les études, les tests, les prototypes, donc les réussites mais les échecs aussi. Forcément, un prototype, ça marche pas du premier coup. Donc, il y a eu énormément de versions avant d'en arriver d'abord à un prototype fonctionnel, puis à un produit fini par la suite, quoi, en fait. Et très cool. Par rapport à ça, justement, donc c'était ton projet de fin d'études, mais à la base, ce projet de fin d'études, c'était théorique. Il n'y avait pas de prototype encore. Par rapport à l'école dans laquelle tu as fait tes études, est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que tu leur as dit, ça y est, ça marche, c'est en vente? C'est ça, exactement. En fait, ça a été même déjà en amont du moment où je pouvais dire ça marche et c'est en vente. C'était donc à la fin de cette partie théorique. Finalement, pour simplifier, en fait, on en arrivait à une liste de composants et à dire voilà, si on me met toutes ces pièces-là devant les yeux, le moteur Intel, la batterie comme ça, etc., et qu'on les assemble ensemble, eh ben, on aura le premier skateboard asphalte qui fonctionnera. Mais du coup, ça arrivait du coup au premier point qui était de se dire il va falloir des machines, il va falloir aussi les sous pour pouvoir acheter ces premiers composants, faire ces premiers prototypes. Et c'est là du coup où l'école est entrée dans le jeu parce qu'en fait ils ont pu me placer sur un premier concours d'innovation. C'était le premier du coup du projet qui a permis de pouvoir financer via un premier crowdfunding le développement donc, de ce premier prototype et surtout de pouvoir acheter les premières machines pour pouvoir continuer ce développement. Alors du coup, on va parler du skate, maintenant qu'on y est. Donc moi, ce que j'avais noté du coup, c'est Made in France. Exactement. Donc Made in France. Donc nous, on est basé sur Cernay-les-Reims dans notre atelier qui était anciennement un garage, qu'il a fallu donc transformer. Donc ça a été la première grosse étape, on va dire, de l'installation. Et en fait, c'est ça. C'était vraiment de se dire aujourd'hui, des skateboards électriques, ça existe sur le marché. Mais en regardant en fait ce qui se faisait, on y a vu aussi des problématiques qui revenaient régulièrement, notamment sur les produits assez entrée de gamme, qui étaient en fait des gros problèmes de fiabilité dans le temps. Et en fait, c'est là-dessus on a choisi d'orienter après tout le concept asphalte sur le fait que chacun des composants qui font fonctionner la planche puisse être interchangeable. Que finalement, on puisse, si demain j'use ou je casse un composant, je pourrais changer uniquement cette roue et pas me retrouver à devoir, dans un an, racheter un skate complètement neuf. Ouais, c'est un petit peu la problématique des appareils électroniques, c'est que bien souvent, dès que tu as une pièce qui est défectueuse, obsolescence, voilà. Soit c'est extrêmement complexe en SAV pour faire modifier, soit tu rachètes quelque chose et du coup, tu as une démarche écologique qui est moins intéressante, quoi. C'est ça. Donc du coup, c'est Made in France. Donc je me souviens, tu m'avais dit que je vais revenir là-dessus, mais c'est du bois des Vosges. Exactement. Donc là, on est vraiment dans le coin, donc ça c'est top. Il y a jusqu'à partie électronique aussi où tu l'as fait importer. C'est ça. Donc que ce soit les batteries, on est parti sur les batteries de marque Samsung, et aujourd'hui nos moteurs aussi qui viennent de Chine directement. Pourquoi ? Parce qu'en fait nous on a toujours cette ambition d'ici 3 à 5 ans d'avoir une planche 100% française. Mais en fait, ça a été les contraintes qu'on a eues au fur et à mesure du développement du produit. En fait, aujourd'hui, quand j'allais voir une entreprise, par exemple, qui fabriquait les moteurs, avec mes plans, en leur disant, voilà, aujourd'hui, j'ai besoin de tester ce moteur-là, donc est-ce que vous pouvez m'en fabriquer, s'il vous plaît, juste 2, que je fasse mon test, qu'on voit si c'est bien, et si c'est pas bien, demain, je viendrai pour qu'on en fasse 2 nouveaux.
Et en fait, quand une entreprise qui, elle, produit à la chaîne des dizaines et dizaines de pièces en France, voit comme ça un tout petit contrat pour eux d'une toute petite série de quelques pièces, en fait, ça fait qu'on se retrouve sur des chiffrages, sur des devis énormes. Et en fait, du coup, cette ambition, donc c'est pour ça du coup que j'ai dû aller chercher une entreprise en Chine qui nous a fait ces moteurs. Mais du coup, l'ambition qu'il y a avec le développement et le fait de faire grandir l'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, sur la première série, nos moteurs viennent de Chine, mais que demain, quand on arrivera sur des séries beaucoup plus conséquentes, de 100, 200, 500 planches, là, en fait, on pourra revenir contacter toutes ces boîtes françaises qui, en fait, finalement, on sera sur des quantités qui seront suffisamment importantes pour faire chuter les coûts. Ouais, ça sera intéressant pour eux et pour vous, quoi, au final. Exactement. Donc, c'est surtout au niveau de la production où c'est un peu plus compliqué. Ouais, je suppose qu'aussi l'idée, c'est pas de vendre un skate à 3000 balles, c'est de réussir à tenir les coûts pour que les gens puissent l'acheter. Donc, tu as dû faire des compromis. Exactement, c'est ça. C'est qu'il y avait tout un compromis à faire sur à la fois le prix de la planche et en même temps donc, les performances en face qu'elle développe. Au même titre que si on voulait avoir une Ferrari, on y met le prix qu'il faut en face. Et nous, du coup, comme on avait choisi de se mettre sur un milieu haut de gamme, ça a été ça en fait le vrai compromis à aller chercher. Et je suis vachement curieux, enfin peut-être c'était une des questions que tu allais poser. Comment on fait pour sourcer des fabricants en Chine? Parce que je suppose que tu n'es pas allé en Chine les voir. Enfin, comment tu fais, surtout sur des petites séries? Je sais pas, tu fais des visios avec eux, comment tu cherches, comment tu les trouves? Et pour le coup, en fait, j'étais censé aller faire mon sourcing en Chine. Et en fait, c'était en discutant avec les premières entreprises que c'était la première fois que j'entendais parler du Covid. En fait, quand le Covid a commencé en Chine, la première fois que j'ai vu le mot, c'était dans un mail d'un de ses potentiels fournisseurs moi j'étais en train de commencer à préparer un petit parcours à Shenzhen pour aller voir plusieurs entreprises. Et parmi les mails qu'on a échangés, c'est la première fois que j'ai vu ce mot Covid d'une entreprise qui me disait peut-être qu'on va devoir repousser. Et moi je me retrouve à aller chercher sur Google c'est quoi le Covid. Et dans la foulée, peut-être le soir même, quelques jours après, on commençait à en entendre parler sur la télé en disant voilà. Est-ce que depuis tu as trouvé des informations du coup à ce propos? Alors j'en ai entendu parler quelques fois. Ne te mets pas en danger avec des informations. Hein. C'est ça. Donc en fait, du coup, je m'étais retrouvé à faire mon passeport, etc. 3 semaines avant le confinement. Et du coup, j'ai pas pu l'utiliser. Bon timing, très bon timing. T'as bien dû l'utiliser depuis, non? Non. Okay. On va revenir peut-être à ton produit. La planche qu'on a sous les yeux là. Exact. Tu nous as dit tout à l'heure qu'elle faisait 5 kilos. Oui. Et tu nous as aussi parlé du positionnement. Donc, vous avez étudié le marché. Il y a des produits beaucoup plus chers, d'autres moins chers. Exactement. Donc, vas-y, raconte-nous comment ça se passe. En fait, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, l'idée du skateboard électrique, c'est des produits qui existent sur le marché. Donc, la fourchette large, on va dire, un skate électrique, aujourd'hui, ça peut aller de 300 à 3000 euros. À 300 euros, on va avoir quelque chose qui est plus en tant que peut-être jouet pour enfants, plutôt entrée de gamme, souvent du coup d'origine 100% asiatique. Et à l'opposé, quand on arrive à 2000, 3000 euros, on arrive vraiment sur un produit qui est vraiment très spécifique, presque vraiment en sport extrême, parce qu'en fait, du coup, on va être sur des produits extrêmement performants, mais du coup, pour un utilisateur aussi très ciblé, qui cherche exactement à avoir sa planche en carbone avec son moteur capable d'atteindre les 80 km/h, enfin quelque chose vraiment de très poussé. Et en fait, nous, ce qu'on souhaitait faire, c'était en fait d'avoir aussi un compromis, donc aller s'éloigner des entrées de gamme pour quand même pouvoir proposer un produit fiable, mais en même temps un produit qui reste quand même accessible. Parce que finalement aujourd'hui dans les tarifs d'asphalte donc qui tournent aux alentours de 900 euros, on peut en fait avoir un équivalent en trottinette électrique pour grossièrement ces tarifs là. Donc il y avait quand même cette envie de garder quand même quelque chose qui reste accessible, mais en même temps qui reste qualitatif pour pas faire une croix sur la fiabilité ou encore moins sur la sécurité. Alors après, tu parles de la trottinette, alors tu vas dire si je me trompe, mais après l'image du skate elle est un peu différente en plus de ça, c'est-à-dire que tu es quand même sur un truc qui est déjà beaucoup plus ancien, et qui a une image
peu meilleur que la trottinette, parce que la trottinette c'est vraiment pour se déplacer d'un point A à un point B. Avec le skate, tu as quand même aussi une partie un peu fun où les gens. Ouais, c'est plus un objet plaisir, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Exactement. En fait, la véritable différence entre skate électrique ou trottinette électrique, c'est sur l'usage et surtout sur les personnes qui les utilisent. En fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont déjà fans de glisse, de snowboard, de ski, de surf, souhaiteront en fait utiliser des objets qui leur rappellent et qui leur remémorent leurs sensations qu'ils ont dans leur sport de prédilection. Et en fait, alors qu'à l'opposé, la trottinette électrique est vraiment vouée à être sur le public le plus large possible, où finalement plus ou moins tout le monde peut monter aujourd'hui sur une trottinette électrique et être en capacité de faire son trajet du point A au point B, alors que là, comme on est sur des personnes qui sont quand même sportives, qui connaissent un minimum la glisse ou qui s'y initient à travers ça, ça leur permet en fait de pouvoir retrouver ces sensations de glisse qu'on n'aura pas sur une trottinette électrique qui est vraiment là faite pour un déplacement sans y rajouter ce côté sportif et fun de la glisse, quoi, en fait. Et du coup, avec ce skate, tu peux rider autrement qu'avec l'électrique, faire des choses, des figures Alors non, du coup, pour le coup, donc on est vraiment sur des skates type cruiser ou longboard. Donc en fait, c'est des planches vraiment destinées à la vitesse, à la courbe, donc vraiment destinées à rouler. À l'opposé, donc des skateboards street, donc c'est vraiment les skateboards de skatepark, qui eux sont des planches dédiées aux acrobaties. Et donc, je me doute que si tu rides une rampe avec ça en dessous, c'est pas la meilleure des idées, non? Exactement, c'est ça. En fait, c'est un peu comme on peut avoir une motocross pour de l'acrobatie, donc là qui sera assimilée donc au skate de skatepark, et on aurait la moto de route pour faire sa balade du dimanche après-midi sous le soleil. Alors, puisqu'on parle de sport, moi je vais rebondir là-dessus. Tu nous as parlé lorsqu'on préparait cette interview, on va dire, de vos ambassadeurs. Oui, exactement. Qui sont des sportifs de haut niveau. Exactement. Donc en fait, pour pouvoir accompagner le lancement d'Asphalt, en fait, on est entré en contact avec deux sportifs qui sont les frères Mawem. Donc ce sont deux sportifs de haut niveau qui eux sont spécialisés. Enfin, leur sport de prédilection, c'est l'escalade. Et à côté de ça, donc ils sont aussi riders. Et donc en fait, ces deux frères étaient au JO au Japon, donc il y a maintenant à peu près un mois. Et donc ils étaient les deux premiers Français. Ils représentaient à eux deux l'équipe de France d'escalade aux Jeux Olympiques. Et ce qui était bien marrant, c'est que ils avaient pris une planche chacun avec eux dans la valise. Et du coup, on a pu voir sur les réseaux des petites vidéos. On les voyait se balader entre l'hôtel dans le village olympique et leur salle d'entraînement, où on les voyait passer en skate asphalte. Ouais, j'avais vu passer un peu sur les réseaux. C'était super cool. Ils ont bien joué le jeu du truc, quoi. Enfin, franchement, c'était vraiment sympa de les voir là-dessus. Exactement. Du coup, très belle OpenCom en tout cas. Voilà, c'est ça, je voulais rebondir là-dessus justement. Comment est-ce que tu les as rencontrés du coup? Comment est-ce que tu les as contactés? Alors on s'est contacté, on est rentré en contact en fait sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, donc via la page Instagram asphalt.officiel. Hop, on la glisse comme ça. donc en fait voilà, ça c'est sur la page Instagram d'Asphalt. On est rentré en contact avec eux parce que nous du coup on suit sur les réseaux donc pas mal de sportifs, plus moi de base aussi je suis aussi passionné d'escalade et pratiquant, et en fait on a commencé à discuter d'abord d'escalade. Je leur posais tout simplement des questions sur comment est-ce ils s'organisaient pour les JO, etc. Et en répondant ils sont venus se balader un petit peu sur ce qu'on faisait. Ils ont découvert Asphalt comme ça, mais en fait c'était pas quelque chose de vraiment prédit, de prévu non plus, et c'est vraiment une rencontre qui a amené à ce qu'on travaille ensemble, et en disant que c'est juste qu'on s'est bien entendu dans la foulée, et en fait eux ont été très sensibles justement à aussi l'histoire du projet, de se dire que c'était un projet qui est venu comme ça d'une idée dans le fin fond d'une école et d'un incubateur, et qui au fur et à mesure des années s'est concrétisé. Toujours à travers ce côté français qui les a beaucoup motivés aussi, quoi. Ils sont rémois aussi ou... Non, pour le coup ils sont de Grenoble, donc eux ils sont de Grenoble, ils s'entraînent beaucoup sur Paris, donc c'est sur Paris. C'est pas mal Grenoble pour l'escalade. C'est ça, les exactement. montagnes à côté. Exactement, et donc eux ils sont de Grenoble, ils grimpent pas mal là-bas, et c'est durant leurs entraînements sur Paris qu'on est venu se rencontrer, qu'on a fait les premières sessions ensemble.
qu'on les a initiés et que maintenant, ils voyagent partout avec leurs planches sous le bras. Bah écoute, pour conclure cet entretien, j'ai juste une petite question. C'est donc maintenant, vous êtes combien en termes d'effectifs chez Asphalt ? Alors officiellement, je suis toujours tout seul dans l'entreprise. Officieusement, on commence à être une belle petite équipe d'amis qui y participent. Donc, en fait, ça nous permet en fait de couvrir toutes les compétences de communication, de design. Donc, il y a eu de design que ce soit donc numérique, mais surtout design produit. Et donc, avec mon potentiel associé, on est en train en fait de vraiment former la paire sur la partie donc communication design qui s'associe donc moi avec ma connaissance surtout technique puis maintenant du projet global, et à côté de ça aussi via la communauté, via tout ça, on a réussi aussi à avoir pas mal de compétences. T'as créé des partenariats du coup avec ton entourage. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Et pour la suite, en fait, on vient tout juste donc de commercialiser donc la première série de planches. Donc aujourd'hui, donc on a sorti donc une série de 50 planches pour les 50 plus rapides. Et donc c'est le lancement officiel de la marque. Donc sur notre site internet asphalt.fr. Et c'est là-dessus donc qu'on y présente donc forcément nos produits, mais également aussi la façon dont on travaille, comment est-ce qu'on les fabrique de A à Z, avec entre autres des petits extraits qu'on pu passer là en même temps aux images. Et donc l'idée c'est ça, c'était vraiment de montrer le savoir-faire et de ne pas tout cacher pour essayer de masquer les secrets, et en fait de montrer que c'est le savoir-faire qui donne la qualité, plutôt que parfois des pièces qui peuvent sortir à la chaîne par milliers peut-être à l'autre bout du monde, quoi. Beaucoup de chiffre d'affaires pour toi alors. C'est le nerf de la guerre. On croise les doigts. On croise les doigts. Merci beaucoup. Ouais, on espère que la première série sera vite diffusée, puisque l'objectif pour vous, c'est d'en produire de nouvelles avec à chaque fois des spécificités. Exactement. Donc le but, ça sera ça. Donc la première série, donc à petite échelle, donc sur les 50, et à chaque fois en fait avec le retour terrain qu'on aura pu avoir donc de cette série, pouvoir voir où est-ce qu'on met la barre pour la série suivante. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a des questions pour Alex dans le public ou sur Twitch ? Oui. On a déjà des mains qui se lèvent. Oui, bonjour. Alors, on a une question qui nous vient directement du live. Écribouille nous demande, est-ce qu'il y a une vitesse maximale permise sur un skate électrique, comme pour les vélos à assistance par exemple ? Oui, exactement. Donc il y a une grosse partie en fait de législation derrière le produit, le projet et l'entreprise. Donc en fait, un skateboard électrique, au même titre qu'un vélo électrique, qu'une trottinette, on est soumis donc aux mêmes législations. Donc qui est donc d'avoir un bridage à 25 km/h, d'avoir des équipements pour pouvoir rouler de nuit. Donc nous qui sont amovibles, donc pour pouvoir rouler de nuit, on peut venir y rajouter donc les lumières à l'avant, à l'arrière, etc. L'avertisseur sonore. Et donc en fait, c'est l'ensemble de ces éléments qu'on est obligé donc de fournir aujourd'hui à chacun de nos utilisateurs pour pouvoir être dans les clous au niveau loi, en plus donc de cette limitation à 25 km/h, donc qui est la vitesse légale autorisée. D'accord, merci. Et on a une autre question de Ramez qui nous demande est-ce que vous redoutez la mauvaise publicité des trottinettes en ville ? Alors pour le coup, pas du tout, dans le sens où comme on le disait, on est vraiment sur des utilisateurs qui sont vraiment différents. Aujourd'hui, en fait, beaucoup d'utilisateurs d'asphalte en lui-même, mais même de fans de ski, de snowboard, etc., sont en fait très attachés à leur sport et à leurs sensations. Et en fait, c'est aussi une question de goût, mais beaucoup d'entre eux se disent que jamais de la vie ils mettront les pieds sur une trottinette, parce que vraiment, ça leur, c'est en interne dans leurs sentiments, c'est vraiment des sensations qui sont vraiment opposées à ce qu'ils peuvent avoir. Et du coup, c'est pour ça qu'ils se retournent aujourd'hui vers des skateboards électriques. Et du coup, sur l'image qu'on peut en avoir, l'image aussi de la trottinette a été beaucoup dégradée avant que toutes les législations soient mises en place. Parce que donc il y a une grosse période où c'était vraiment un flou juridique de ce qu'est la trottinette électrique, où est-ce qu'elle a le droit de rouler sur les trottoirs, sur la route, etc. Et donc, en fait, depuis que le code de la route a vraiment été mis à jour pour tout ça, ça a permis de réglementer les choses. Et aujourd'hui, en fait, quand des nouveaux utilisateurs d'électrique, d'engins électriques achètent leurs produits, ils reçoivent donc tous les éléments et toutes les informations nécessaires pour pouvoir rouler dans les règles et respecter les autres usagers en même temps.
crois qu'on avait une autre question juste au premier rang. Bonsoir. Déjà, très beau produit. J'ai une question de ce que j'ai compris. Le produit, il est très axé sensation, rider. La question, c'est est-ce que dans le futur, tu envisages une gamme plus justement commute, trajet quotidien en ville, etc. Alors en fait, aujourd'hui, c'est que l'avantage qu'il y a, c'est que les planches sont tout aussi bien faites pour pouvoir faire, comme on disait, la balade au soleil du dimanche après-midi. Mais en fait, par son format, donc quand on rentre un peu dans le détail, en fait, la taille de la planche est appelée un cruiser. En fait, c'est vraiment une planche qui est faite au gabarit urbain, dans le sens où par son poids et son encombrement, ça fait qu'on peut facilement pouvoir la prendre sous le bras si jamais on doit prendre le train, l'avion, mais également en fait pouvoir la transporter partout. Et en fait, ça a été ça qui a été assez compliqué aussi en début de projet à fixer. Le fait de se dire quelle taille, enfin quel objet on va créer. Est-ce qu'on fait plutôt quelque chose qui va pouvoir rouler des kilomètres et des kilomètres, mais qui sera très lourd, à l'opposé quelque chose qui peut aller très vite, mais du coup pareil qui demandera du poids. Et en fait, il y a vraiment un compromis à trouver pour pouvoir rentrer vraiment dans nos habitudes quotidiennes, que ce soit pas trop lourd, suffisamment rapide, donc pour pouvoir se déplacer en ville et gagner du temps. Mais en même temps avoir une autonomie raisonnable sans aller rajouter 10 kg de batterie sous la planche. Et en fait, ces trois facteurs, donc autonomie, poids et vitesse, c'était vraiment ce point, ce compromis à les trouver pour pouvoir aujourd'hui en arriver sur une planche qui fonctionne très bien en ville. Mais au-delà de ça, par contre, on a toute une gamme qui sortira au fur et à mesure du développement de la marque pour pouvoir toucher d'autant plus donc, les villes, les campagnes et également la montagne et les terrains accidentés, sans pouvoir en dire trop pour le moment, mais il y a beaucoup de choses dans les tuyaux. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Bonjour. Tu as parlé de l'incubateur qui t'a aidé pour études de marché, finance, marketing. Penses-tu qu'il faille, a posteriori, qu'il faille compléter ces études entre guillemets techniques par exemple une année qui peut coûter un certain prix, une année un petit peu dans l'école de commerce pour avoir des connaissances justement portant sur l'étude de marché, marketing et compagnie, ou est-ce qu'entre guillemets l'incubateur suffit pour t'accompagner et tu peux apprendre rapidement ça tout seul ? Alors moi dans mon cas, les incubateurs que j'ai suivis m'ont permis en tout cas de me donner les bases en tout cas dans tous ces thèmes, parce que donc j'avais commencé donc en premier temps dans l'incubateur donc de l'université de Reims, et ensuite une fois que on va dire mon premier cursus est terminé, j'ai rejoint un second incubateur qui est Innovact à Reims, et en fait le fait de pouvoir passer d'un incubateur à l'autre et du coup d'y être incubé, ça a permis en fait via les différentes formations qu'on y a, en fait on a des formations quasiment tous les mois, et en fait ça permet de pouvoir apprendre justement tous ces thèmes qu'on ne connaît pas, et donc avec l'université en fait ma première année d'incubation était une année diplômante qui donnait donc ce diplôme d'étudiant entrepreneur. Où du coup, durant l'année, on avait à valider quand même des nouvelles compétences hors de nos compétences de prédilection. Et c'est là en fait où on a vraiment appris tout ce qui était finance, communication, marketing. Et finalement, en fait, ce qui revient finalement à avoir tous ces éléments nécessaires à monter un business plan complet finalement. Eh bien, merci encore à Alex. Merci à vous. Je crois qu'on peut l'applaudir. On fera des petits essais si jamais il y a des courageux tout à l'heure. On fera des initiations. Merci à tous. Eh bien, merci bien. On va passer du coup à Anthony. Donc Anthony, tu nous viens pour la journée de Paris. C'est ça. Même si tu as quelques petits liens avec Reims, mais je crois que tu vas nous en parler. Vas-y, on va te laisser raconter ton histoire et puis on interviendra. Juste ça, raconter mon histoire et tu me largues comme ça, quoi. Allez, démerde-toi, raconte ton histoire. Exactement. Du coup, moi, c'est Anthony, j'ai 30 ans, ça y est, je suis... Aïe, déjà, tu vois, le mec assume pas là. Je suis passé de l'autre côté du mur, j'ai 30 ans, je suis le fondateur de Myriad.
Myriad, c'est une start-up B2B, donc une entreprise qui s'adresse aux autres entreprises et qui propose des solutions pour le bien-être et en particulier la santé mentale des salariés. Donc ce qu'on dirait dans le jargon, on dirait qu'on est une start-up B2B2C. C'est-à-dire qu'on vend à des entreprises, mais pour mettre entre la main d'utilisateurs et qui sont des personnes physiques. Écoute, on va parler de toi directement. Dans quoi tu as fait tes études? N'était-ce pas dans la finance par hasard? Ouais, là je vous ai parlé du coup de santé mentale, de start-up dans le bien-être, mais j'ai un parcours qui ne me prédisposait pas à ça. J'ai fait Dauphine, qui est une université à Paris, en finance. J'ai bossé, donc, et je le recommanderais d'ailleurs à ceux qui veulent entreprendre, en tout cas c'est mon avis personnel. J'ai commencé par travailler, j'ai pris un CDI au début, donc je travaillais en banque d'investissement, j'étais trader à Londres. Je recommande fortement, quel que soit le métier, de travailler dans une entreprise avant de se lancer, parce que même si la finance de marché, de manière générale, la finance n'est pas forcément pertinente, ou en tout cas sur certains aspects pas pertinente pour travailler, pour créer une start-up, on apprend des choses en travaillant dans une entreprise, respecter la hiérarchie, mais aussi respecter des délais, l'éthique de travail, qui sont très importantes, je pense, l'exécution, qui sont des valeurs très importantes pour créer une start-up. Ouais, ça te permet d'avoir déjà une première expérience de ce que toi tu vas développer Carrément. ensuite dans ta propre entreprise, quoi. Donc du coup, je présume que tu as démissionné à un moment donné. C'est ça, donc c'est là où je disais que je me retrouvais beaucoup dans ton discours. C'est qu'à un moment, donc moi j'étais, on en parlait tout à l'heure, on en parlait avec toi tout à l'heure, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs. Mon père est entrepreneur, mon oncle il y a beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille, donc très jeune, 14-15 ans, moi j'étais très clair, je voulais être entrepreneur. Mais bon voilà, je voulais quand même aussi travailler, je voulais pas me lancer tout de suite. Et donc je commence mon premier CDI et très vite je commence à être de plus en plus obsédé par l'idée de lancer un premier business. J'y pense de plus en plus, je lisais énormément de livres autour de l'entrepreneuriat, j'étais passionné par Elon Musk, je lisais toutes ses interviews, j'avais lu sa biographie, je pensais qu'à ça, je pensais qu'à créer des idées, ce genre de choses. Et forcément l'idée arrive de se dire, est-ce que je fais un truc sur le côté, sur le side, ou est-ce que je me mets temps plein? Et comme toi, je me suis dit, si je fais un truc sur le côté, je vais jamais m'y mettre à fond, ça va pas être sérieux. Et je suis vachement adepte de se dire, faut avoir des ambitions énormes, faut avoir des attentes énormes, mais il faut se donner les moyens de ces ambitions. C'est-à-dire dire, je vais faire des choses incroyables, mais pas prendre les actions concrètes. J'ai du mal avec ça. C'est-à-dire qu'il faut accorder ses actions avec son discours. Donc je me suis dit, let's go, je démissionne et je me lance pour de vrai. Ok, donc suite à ça, tu crées ta première boîte qui n'était pas Myriad, du coup. Ouais, j'ai créé une première start-up. J'ai pris vraiment un domaine très simple. J'avais une start-up dans la prévention. C'était une medtech sur la collecte de données médicales dans la santé. Donc vraiment un truc très simple à faire pour une première start-up. Bien sûr, nickel, les brevets, tout ça, c'est très facile, les autorisations, ça va tout seul. Et puis vraiment pour me faciliter la tâche, j'ai fait ça à Singapour. Donc vraiment, tu vois, je me suis dit pour la première boîte, je vais faire un truc simple à recommander. Non, mais en vrai, j'ai appris beaucoup de choses. On avait fait une levée de fonds. On était en partenariat du coup avec une équipe de scientifiques qui venait de Taïwan. C'était beaucoup un écosystème, c'est-à-dire qu'on avait la boîte à Singapour, on avait les équipes de développement à Shanghai, on avait des partenaires scientifiques à Taïwan, et nous on habitait en Thaïlande. Et comment tu t'es retrouvé justement avec tous ces gens-là? Comment est-ce que tu les as rencontrés? Est-ce que c'est un partenaire que tu as rencontré? Est-ce que tu t'es associé du coup avec quelqu'un qui connaissait des gens à Singapour? Donc on était 4 associés. Et chaque associé apportait quelque chose. Certains associés apportaient les connaissances avec du coup l'équipe de développement à Shanghai. D'autres associés apportaient les connaissances, le contact avec l'équipe à Taïwan au niveau scientifique. Il y avait différents associés et chacun apportait quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça que je recommande fortement dans une start-up de s'associer, de ne pas y aller seul, parce que chaque personne a des choses à apporter. Donc ça s'est fait par rapport au réseau des différents associés. Ok, donc tu as réussi à trouver des gens qui étaient comme toi, motivés par l'entrepreneuriat, avec des compétences qui étaient différentes. Exactement. Très bien. Suite à cette première boîte à Singapour, est-ce qu'elle existe toujours cette boîte? Elle existe toujours, ouais, elle existe toujours. Donc après la levée de fonds, on a vraiment mis en place une équipe. Et donc
on est sur une entreprise, comme j'ai expliqué, hein, c'est une entreprise qui fait de la collecte de données médicales et qui associe un algorithme d'intelligence artificielle qui, à partir des données collectées, permet de faire des prédictions si la personne a sa santé qui se dégrade avant les symptômes, de dire voilà, la personne est à risque d'avoir une maladie cardiovasculaire, une maladie, un cancer, ce genre de choses. Donc c'est passionnant, c'est très intéressant, mais on est sur des go-to-market longs. Mais quand je dis long, je dis très long. C'est-à-dire que forcément, quand on touche à la santé, on est sur des sujets sur lesquels tu as besoin de beaucoup de réglementation. La barrière à l'entrée est très haute, notamment la barrière à l'entrée réglementaire. C'est-à-dire que ce qu'on dit beaucoup dans une start-up, c'est qu'il faut que tu itères. C'est-à-dire il faut que tu fasses des choses, tu testes, tu échoues, tu comprends, tu améliores. Et dans ce genre de business model dans lequel en fait on te dit non, tu fais pas de business tant que tu n'as pas eu 10 ans, 5 ans d'études cliniques qui te dit ok, feu vert, heureusement qu'il y a ça, hein. Heureusement qu'il y a ça. Mais du coup forcément c'est risqué. C'est-à-dire que si à la fin, par exemple, on allait au CES, qui est donc le Consumer Electronics Show, c'est une grande messe de la technologie à Las Vegas, exactement. On a fait pas mal de super choses, mais voilà, on est encore au jour d'aujourd'hui sur des phases d'essais cliniques, de validation de la technologie. C'est prometteur, mais voilà, c'est le cas depuis 2017 que c'est prometteur, et ça peut être très long, et on y sera peut-être encore en 2025. Donc du coup, nous, on s'est dit, les associés, moi je suis pas... c'est pas moi qui portais le savoir scientifique, on s'est dit, j'étais CEO de la boîte. On s'est dit très rapidement, écoutez, nous, notre travail, on l'a fait, au sens où on a monté l'équipe, on a monté la structure, on a mis en place l'équipe, ça tourne, et on s'est dit, voilà, on a beaucoup de temps devant nous, au sens où, opérationnellement, au quotidien, on n'avait pas forcément énormément de choses à faire, et on s'est dit, avec les associés de Prism, donc la boîte s'appelle Prism, avec 3 des associés de Prism, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire lancer un autre business en même temps à côté, et c'est comme ça qu'on s'est mis à lancer la start-up que je dirige actuellement, qui s'appelle Myriad. Alors du coup, Myriad, qu'est-ce que c'est? J'aime bien poser des questions vagues, comme tu peux le remarquer. Du coup, comme je te disais, moi, dès le départ, je voulais beaucoup travailler dans la santé préventive. L'idée générale, c'est de voir que sur tous les marchés qui existent sur Terre, les technologies, le pétrole, les énergies renouvelables, l'automobile, l'informatique, le plus gros marché au monde en dépenses, c'est la santé. Et de très loin, de très très loin. Et en fait, qu'est-ce que c'est la santé? C'est je tombe malade, et du coup, il y a une intervention pour retirer cette maladie, ou en tout cas faire ce qu'on peut pour atténuer les symptômes. Et on connaît tous le proverbe « mieux vaut prévenir que guérir ». L'idée, c'est que si tu préviens et que la personne ne tombe pas malade, non seulement tu n'as pas la dépense, mais en plus la personne, elle n'est pas malade, ce qui est éventuellement un avantage. Éventuellement. Et donc du coup, nous, ce qu'on s'est dit dès le départ, c'est si on peut intervenir en faisant en sorte que la personne ne tombe pas malade, c'est doublement génial parce que c'est un impact positif au niveau de la société, si les personnes ne tombent pas malades, et au niveau financier, c'est super intéressant. Moi, je suis très adepte d'avoir une start-up à impact, mais quand même avec un intérêt financier. C'est-à-dire que si tu veux faire une ONG, tu fais une ONG. Si tu veux faire une start-up, tu dois gagner de l'argent. Enfin, il faut choisir. Soit tu fais une entreprise, soit tu fais une ONG. Et donc, du coup, ce qui est intéressant avec le préventif, ce que je faisais avec Prism, c'est que je pouvais faire ça. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux continuer de faire du préventif, mais sur quelque chose de plus proche du marché? C'est pour ça qu'on s'est lancé, du coup, dans Myriad. On est toujours sur de la prévention, mais on est sur d'autres sujets, donc notamment la santé mentale et le bien-être de manière générale. Donc, encore plus en amont, avec l'idée de se dire, si une personne, elle prend soin de sa vie tous les jours, et qu'elle adopte des meilleures habitudes de vie, toutes choses égales par ailleurs, elle a moins de propension à tomber malade. C'est de ça qu'est partie l'idée de fonder Myriad. Ok, du coup, avec un axe qui est intéressant, tu parlais de B2B2C tout à l'heure, c'est-à-dire que vos clients chez Myriad, ce ne sont pas les utilisateurs finaux, mais les entreprises qui les embauchent la plupart du temps, c'est ça? Exactement. Quand on faisait Prism, notre go-to-market, c'était les assurances. On vendait aux assurances avec l'objectif que les assurances diffusent aux utilisateurs. Et ça, pareil, c'est des cycles de vente longs. On s'est dit comment est-ce qu'on peut raccourcir le cycle de vente sans pour autant être sur un marché B2C dans lequel tu es obligé de faire des pubs sur Facebook, Instagram, Google, ça coûte beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Les entreprises. Et il se trouve que bon timing, on a commencé à avoir ces idées à peu près au moment du Covid, dans lequel on était en tout télétravail, forcément manque de lien social pour les salariés. Il y a eu beaucoup de soucis au niveau de personnes qui se retrouvaient isolées, qui avaient du coup des problèmes au niveau de... C'est un mot qui est, je sais, tabou, mais qui ne devrait pas l'être au niveau de la santé mentale, c'est-à-dire des choses comme la dépression, qui est une maladie. C'est pas juste dans la tête, la dépression, c'est vraiment une maladie qui a des impacts réels sur la vie de la personne, au niveau du bilan financier de l'entreprise, au niveau de la société.
Et donc, du coup, voilà, nous, on voulait vraiment intervenir sur ce domaine-là. Et les entreprises, elles ont un intérêt aussi, à la fois sociétal, mais aussi financier, à aider leurs collaborateurs, justement à éviter qu'ils se sentent bien, qu'ils soient épanouis dans leur vie perso comme leur vie pro. Parce que, comme je le dis, pour une raison purement sociétale, mais même financière, parce qu'un salarié qui est malade, c'est un salarié qui ne vient pas au boulot, en fait. Donc du coup, dans ce concept-là, comment ça se matérialise, votre projet? C'est-à-dire? C'est une application mobile. Ouais. Donc toi, tu vas proposer aux entreprises une application mobile. Donc comme tu nous présentais, c'est un peu le Netflix du bien-être, c'est-à-dire qu'on a un panel de possibilités dedans pour les salariés de l'entreprise. C'est ça. En fait, donc nous, on travaille avec une cinquantaine de professionnels. Donc ça va, on a beaucoup de docteurs, ça va du psychologue, psychothérapeute, kiné, mais aussi on travaille avec des athlètes. On a un athlète en applique, on a une personne qui est une ancienne équipe de France de handball, des coachs au niveau du yoga, de la méditation. Donc en fait, l'idée, c'est de rassembler tout un tas de contenus et d'outils qui permettent à l'individu de pouvoir justement avoir accès à des outils qui vont l'aider à améliorer ses habitudes, à prendre soin de lui sur les domaines qui vont l'intéresser. On est en particulier à cheval sur tout ce qui est impact réel, au sens où il y a vraiment une démarche médicale derrière. C'est-à-dire que les contenus qui sont disponibles dans Myriad, pourquoi est-ce que c'est ces contenus-là? Parce qu'il y a des études, des essais cliniques, on a fait pas mal justement d'essais cliniques, qui attestent que, par exemple, la méditation ou l'activité physique, on a pas mal aussi de contenus sur la nutrition, ont un impact réel et positif sur la santé mentale et la santé générale d'une personne. Est-ce que moi, en tant que salarié de l'entreprise utilisateur, est-ce que je peux me mettre en compétition avec les autres pour essayer de créer un effet de groupe ou au moins qu'il y ait un peu du challenge et essayer un peu de créer de l'énergie autour de ça? Ouais, carrément. En fait, l'idée, c'est la santé mentale d'une personne de manière générale. C'est pas juste parler de ses émotions, c'est aussi échanger avec les collègues, faire du sport, avoir une bonne nutrition. Et que nous, on va avoir tout ça dans l'entreprise. Donc, en particulier, tu me parles de échanger avec les collègues, faire de la communauté. Nous, on a mis en place de la possibilité pour la boîte de faire des challenges du type, on va essayer de marcher, on va essayer de faire l'équivalent d'un Paris-Moscou. Par exemple, on a fait ça avec une boîte avec laquelle on bosse, et tout le monde marche, il y a un classement, du coup ça se tire la bourre, les gens descendent d'une station de métro plus tôt, ou au lieu de se garer en voiture juste à côté de la porte, ils se garent un petit peu plus loin pour marcher un petit peu. Ça fait de l'activité physique, ça fait de la compétition, mes bons enfants, et c'est tout bénéfique pour tout le monde. Ouais, puis ça va tout à fait dans la démarche RSE, j'imagine, et QVT des entreprises. C'est ça, on adore faire des trucs du type chaque kilomètre c'est un arbre planté. Justement d'associer l'environnement. On a un truc qu'on aime bien dire, c'est on fait rimer bien-être avec planète. Donc tu associes un challenge dans lequel tu prends soin de toi et en même temps tu mets un objectif dans lequel tu vas planter des arbres, faire des dons à des associations. On fait beaucoup de choses comme ça. Ok, et donc du coup cette application-là, tu la proposes uniquement en France ou c'est une application qui est plus mondiale? Ouais, on est pas mal globaux, à la fois sur l'équipe et aussi sur les marchés. Donc on travaille avec des entreprises américaines, des entreprises en Europe de manière générale. On commence à lancer le marché chinois. L'app, aujourd'hui, elle est dispo déjà en français, anglais, italien et allemand. Et le chinois, du coup, qui va bientôt arriver. Alors, votre cible de vente, ce sont les entreprises. Tu nous as raconté un petit peu comment se passe le process de vente. L'idée, c'est de vraiment faire connaissance avec vos potentiels clients, voir comment vous pouvez leur apporter de la valeur ajoutée finalement. Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus? C'est-à-dire le 80-20. Comment est-ce que je vends à mes clients? Le 80-20, Anthony, celui dont tu nous as parlé. J'ai compris. Il y a vraie méthode. J'ai compris. Donc les techniques de vente, c'est ça? Oui. Ok, ça c'est intéressant. C'est comment est-ce que je convainc une entreprise d'acheter ma solution? Donc nous, comme je vous ai dit, je vends une application qu'on peut voir ici de bien-être pour les salariés. Et je vais voir des boîtes et je leur dis, ça vous dirait d'acheter une application de bien-être à vos salariés? Si on arrive comme ça, c'est pas forcément évident que les boîtes ont envie de payer. Donc comment est-ce qu'on les convainc de leur dire, mais en fait c'est dans votre intérêt, c'est très intéressant que vous dépensez cet argent et en fait vous n'avez pas dépensé d'argent, vous allez en gagner. Et donc pour ça, il y a différentes techniques de vente et en particulier, il y a comprendre le besoin du client pour savoir quels arguments utiliser. Donc on appelle ça la qualification dans le jargon startup. Donc en fait l'idée c'est dans un premier rendez-vous avec un client, un rendez-vous de découverte, en fait on va essayer de faire en sorte que le client nous explique sa situation, comment ça se passe dans son entreprise, ses besoins
Et en fait, l'idée, c'est qu'en fait, le client explique ce dont il a besoin et en fait, il t'explique plus ou moins ce qu'il a besoin pour lui vendre le produit. Tu me parlais des 80-20. En fait, l'idée dans ce rendez-vous, c'est 80% du temps, c'est le client qui parle et 20%, c'est toi. Et dans les 20%, en fait, tout ce que tu vas faire, c'est poser des questions et essayer de comprendre ce que va faire le client. Donc, c'est contre-intuitif. En fait, dans le premier meeting avec un client, on ne vend rien. On ne présente même pas la solution, en fait. J'insiste, on ne présente même pas la solution. On ne fait que poser des questions, on comprend les choses, et à la fin, le client, déjà, il est satisfait parce qu'il a beaucoup parlé. Et en général, quand une personne elle parle, elle est écoutée, c'est satisfaisant, c'est valorisant. Et donc, le client, il est là, il a beaucoup parlé, et nous, on lui dit, écoutez, merci beaucoup, j'ai bien compris ce que vous faites, c'était très valorisant comme échange. Ce que je vous propose, c'est d'échanger lors d'un prochain rendez-vous. Moi, j'ai beaucoup de matière, je vous préparerai une présentation vraiment détaillée et personnalisée à vos besoins, parce que j'ai vraiment compris ce que vous faites, pour vous montrer notre solution. Et là, le client, il te croit, parce qu'il sait très bien que tu as compris sa solution. Ça fait 20 minutes qu'il en parle et qu'il explique tous les moindres détails. Et donc, du coup, quand tu arrives dans le prochain rendez-vous, tu as expliqué le client ce dont il a besoin. Certaines entreprises, elles ont des problèmes d'absentéisme, parce que les gens, ils ont des problèmes de burn-out. D'autres entreprises, elles veulent booster les salariés, créer un esprit d'équipe pour créer une super cohérence. D'autres entreprises, elles veulent diffuser leur culture. Et puis, quand tu fais ton meeting pour vendre, comme par hasard, tes arguments, ils font mouche. Ah oui, la boîte, elle t'a expliqué la semaine d'avant ce dont elle avait besoin. Ce que ça veut dire, j'imagine, c'est que finalement, Myriad est personnalisée en fonction des besoins de chacune des entreprises clientes. C'est ça, c'est un de nos gros arguments différenciateurs. C'est en fait, comme on a pas mal de choses sur l'application, on est vraiment capable d'offrir des parcours personnalisés à la fois aux utilisateurs, mais aussi aux entreprises. Eh ben, écoute, moi je vais te poser quelques questions du coup plus sur vraiment ton entreprise. Donc toi tu étais chez Innovact aussi initialement et maintenant tu es à la station F. Je me trompe pas? Ouais, c'est ça. Ok. Première question, comment est-ce qu'on intègre la station F, donc du coup qui est à Paris? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors le processus pour rentrer à Station F, il est compliqué, mais à raison, du coup, pour sélectionner des bons projets. Moi, j'ai postulé une première fois à Station F en 2019, j'ai été recalé. Et à la fin, il te pose une question en te disant, si tu es recalé, tu vas faire quoi? Et moi, j'ai dit, rien à faire, je fais quand même mon projet, et puis c'est vous qui reviendrez vers moi, au culot. Et il se trouve qu'ils sont revenus vers moi au début de cette année en me disant tiens, tu devrais postuler, on aime bien ta boîte. Donc ils ne viennent pas te dire viens à Station F, ils te disent de postuler. Et la postulation, elle est en 2 étapes. Première étape, tu remplis des questions, un truc à l'écrit. Si tu passes l'étape 1, tu as une étape d'entretien asynchrone dans lequel tu as une question et tu réponds à la question en vidéo avec tous tes cofondateurs et tu ne sais pas c'est quoi la question. C'est-à-dire que tu cliques un bouton, ça te dit dans 30 secondes tu vas avoir la question. La question apparaît, tu as 1 minute pour répondre. Et après, c'est la fin d'1 minute. Ou démerde-toi pour faire une bonne réponse. En anglais en plus. Ah oui, c'est vrai, c'est tout en anglais. Oui. Tout le process est en anglais. Ouais, donc tu es obligé d'avoir préparé déjà en amont avec tes équipes, c'est ça? Tu présentes en plus avec tes cofondateurs. Avec tes cofondateurs, ok. Donc, du coup, la station F, concrètement, qu'est-ce que ça représente à Paris? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça représente en fait la station F dans Paris? Est-ce que du coup c'est quoi? C'est un incubateur? C'est pas un incubateur, c'est eux ils s'appellent un vaisseau mère. Je trouve que c'est le bon terme. C'est un vaisseau mère, c'est-à-dire que c'est quelque part dans lequel tu travailles, mais c'est aussi un écosystème. C'est le plus grand campus de start-up du monde, plus gros que n'importe quoi à la Silicon Valley, à New York ou quoi que ce soit. Tu as beaucoup de start-up, mais tu as aussi des grands groupes, des Amazon, des Google, des fonds d'investissement. Donc tu as vraiment un écosystème et beaucoup de ressources disponibles. Et en fait, tu vois, un incubateur, c'est beaucoup, je te prends par la main, je te fais un cours de structuration de business plan. Enfin, tu vois, je te dis, tel moment, on va parler business plan. Tel moment, on va parler de ceci. Station F, c'est tu as les ressources de dispo, tu les veux, tu les demandes. Tu veux rien, personne ne te parle. C'est-à-dire que c'est à toi d'aller demander les ressources. Tu as par exemple beaucoup de mentors, des gens dans des grandes entreprises, au gouvernement ou quoi que ce soit, ils sont dispo. Tu veux leur envoyer un email, ils t'accordent du temps. Tu leur parles pas, ils te parlent pas. Ouais, donc c'est vraiment une autre façon de faire. Il faut déjà avoir un petit peu d'expérience pour, j'imagine, être à l'aise dans ce type de milieu. C'est ça. Déjà, il faut savoir poser les bonnes questions. C'est ça. C'est pas un incubateur. C'est-à-dire qu'ils vont pas te prendre par la main, mais si tu as besoin d'aide et que tu sollicites de l'aide, t'en auras. Il y a combien d'entreprises à peu près dedans? Je crois que c'est 1000 startups en même temps, Station F, et plus les grandes entreprises qui sont présentes. C'est divisé en 3 Station F. Tu as un espace un peu où les gens peuvent venir, qui s'appelle Share, partager.
Donc c'est là où tu as les grands groupes, tu as pas mal de salles de réunion. Par exemple, c'est là où on fait les entretiens. Tu as l'espace Create, c'est toutes les startups. Tu peux pas rentrer. Tu as un autre espace restaurant qui s'appelle la Felicita qui est sympa. Ok, donc j'imagine quand tu as ton ticket d'entrée, donc là tu te retrouves parmi toutes les autres entreprises. Tu me disais que les accès étaient très faciles, c'est-à-dire que tu te retrouves vraiment dans un univers où tu peux facilement aborder les gens, trouver des partenaires et tout ce qu'il te faut finalement sur place en fait. Ouais, ils sont très bons sur ça. Quand tu rentres dans une guilde. Une guilde, c'est un terme de geek pour dire, je sais pas, une équipe, une communauté, une équipe quoi. Et donc tu rentres dans une guilde thématique. Moi, ma guilde s'appelle Phoenix, par exemple. Et donc tu vas avoir différentes startups, des startups plus matures que toi, des startups moins matures, des startups qui ont levé des fonds. Et l'idée de cette guilde, c'est on s'entraide. On choisit des sujets, on en parle. Par exemple, on a fait des ateliers sur comment convaincre des clients, comment faire que les clients viennent à toi, comment faire une levée de fonds. Et donc tu vas toujours avoir quelqu'un dans la guilde qui est super bon là-dedans, qui est un monstre là-dedans et qui va dire, bah voilà, regarde, moi j'ai fait ça. Par exemple, un exemple concret. Il y a une boîte dans ma guilde qui s'est dit à un moment, ce serait bien si les clients ils viennent à moi. Il s'est dit ça, il avait à peu près 300 visites par mois sur son site. Il a mis en place des choses. Aujourd'hui, non seulement il a 15 000 visites par mois sur son site, mais surtout il a 80 clients qui, chaque semaine, viennent lui dire « Tiens, je serais intéressé par ta solution ». C'est énorme. 80 clients, il vend en B2B à des entreprises. Un contrat pour lui, ça peut être, je sais pas, 10, 20, 30 000 euros. Et chaque semaine, il y a 80 personnes qui lui disent « Ah, moi, ça m'intéresse ce que tu fais ». Donc c'est exceptionnel. Et bien ce gars, il te dit « Bah regarde, moi je suis passé de rien du tout à ça en un an, j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça ». C'est... Ouais, tu bénéficies vraiment de l'expérience des autres en fait, en direct. C'est exceptionnel. Il n'y a pas de notion de chacun conserve son savoir parce qu'il peut y avoir de la compétition, etc. Quoi. Si jamais tu es comme ça, va pas à Station F. Okay. Vous êtes combien du coup chez Myriad ? Alors ça change beaucoup. En ce moment, ça s'accélère pour nous. C'est-à-dire que là, chaque mois, on a 2-3 personnes qui nous rejoignent. On vient de recruter quelqu'un en CDI là, il y a 2 jours qui a accepté. Donc là, aujourd'hui, je crois qu'on pense que maintenant on est 15. Ouais, on est 15, on est 6 à Paris et 9 à Shanghai. Donc oui, on n'en a pas encore parlé, mais j'ai plus de la moitié de mon équipe qui est à Shanghai, historique de ma première boîte à Singapour. Alors, juste pour illustrer le fait que ça s'accélère, on en parlait tout à l'heure, mais on en avait parlé il y a 2-3 semaines. Tu nous disais à l'époque que vous étiez 13 et que vous alliez bientôt être 14. Vous avez encore recruté. C'est cool. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, pourquoi une partie de l'équipe est à Shanghai ? Quel est l'intérêt pour vous d'être présent en Chine et sur le marché asiatique ? Bon, déjà, on est 3 associés. L'un d'entre eux habite à Shanghai. Donc, naturellement, on a une personne à Shanghai. Et en fait, notre équipe de développement est à Shanghai, sous la direction de mon associé qui était CTO, donc directeur technologique de Decathlon pendant 10 ans. Donc, tout naturellement, il a pris en charge l'équipe technologique. Il habite à Shanghai. Il a monté l'équipe à Shanghai. Bon, déjà, ça, c'est pour l'historique. Et ensuite, pour le côté business, le marché chinois, tu t'en doutes, 1,3, 1,4 milliard de personnes, c'est juicy, c'est intéressant. Donc, forcément, en termes de business, c'est très intéressant d'aller sur le marché chinois. Et c'est un marché en pleine croissance qui commence à s'intéresser à ces choses-là. Et ça va très vite là-bas. Et ce qu'on dit dans le jargon, c'est un marché blue ocean, c'est-à-dire qu'il y a peu de concurrence, il y a peu d'entreprises, en tout cas il n'y a pas d'entreprise installée majeure là-dedans, donc il y a de la place et nous justement on va essayer de jouer notre carte. Et tu nous disais que tu étais aux États-Unis aussi. Comment tu fais pour arriver sur le marché américain quand tu n'habites pas aux États-Unis ? L'avantage d'avoir, donc nous on est une entreprise qu'on appelle SaaS, Software as a Service, qui veut dire on vend des logiciels. Et quand on vend un logiciel, si mon logiciel est en anglais, je peux le vendre aux États-Unis. Je n'ai pas besoin d'être physiquement aux États-Unis. Je dois pas. C'est justement, je ne suis pas obligé de livrer une planche aux États-Unis. Donc c'est comme ça en fait. Il suffit avec Internet, on parle à quelqu'un par email, on parle à quelqu'un par LinkedIn, on l'appelle, on fait ce qu'on appelle un appel à froid. Si la personne est convaincue, on fait du business avec elle. Ok. On va finir avec une dernière petite thématique dont on avait parlé. On a parlé de votre process de vente vis-à-vis des entreprises, etc. Maintenant, si on se replace dans l'utilisateur final, on peut se poser la question de peut-être qu'au quotidien, moi j'ai des problèmes ou pas que j'essaie de résoudre avec Myriad.
Qu'est-ce qui fait que mon employeur ne va pas finalement être au courant sans que moi je lui dise de ce qui m'arrive? Comment vous gérez finalement le côté vie privée de l'utilisateur? Confidentiel, c'est ça? Exactement. En contrepartie du fait que vous avez aussi besoin, une fois que vous avez vendu votre solution, de montrer à vos clients que ça fonctionne et que ça porte ses fruits. On pourrait croire que justement qu'il y ait ce côté un peu pervers, que les boîtes elles ont envie de savoir ce qui se passe, ce que font leurs salariés, mais alors là pas du tout, c'est même l'opposé. Les premières défenseuses, ou enfin défenseurs, pas ce que je devrais dire, mais de la vie privée des utilisateurs, c'est les boîtes. C'est-à-dire qu'elles sont ultra strictes en disant j'ai vraiment aucune envie qu'il y ait de la data qui circule, que je puisse savoir qu'un tel a des problèmes de santé sur tel sujet ou tel sujet. C'est complètement anonyme. En revanche, le type d'information qui intéresse les entreprises et qu'on leur fournit, c'est plutôt des informations du type il y a tant de personnes qui utilisent l'application. Ça c'est intéressant, forcément tu payes, tu as envie de savoir qui l'utilise, si c'est utilisé, ou des informations du type les cours de développement personnel ont super bien marché. Du coup, ça pourrait être intéressant de faire intervenir une personne sur site. C'est plutôt ces informations globales et anonymisées qui les intéressent. Donc tu arrives à retirer des métriques quand même du coup de cet ensemble c'est vital. D'utilisateurs, bien sûr. Du coup, la boîte, elle paye, elle veut savoir ce qui se passe. Tout à fait. Mais elle s'en fout de savoir qu'un tel a consommé tel type de contenu. C'est pas intéressant, c'est de l'invasion de vie privée. Ce qui l'intéresse, c'est comment je peux aider au mieux les gens. Et pour ça, elle veut savoir est-ce que les cours de yoga, c'est ça qui marche? Oui, on va faire venir des coachs de yoga. Est-ce que les gens ils s'intéressent beaucoup à la communication non violente? Faisons un atelier là-dessus. D'accord, ok. Écoute, je n'ai plus de questions. Est-ce que tu en as encore, Julien? On va passer aux questions du public, s'il y en a. Bonjour, moi j'ai une petite question sur comment tu customises la partie du contenu pour les entreprises, parce que tu me mentionnais que c'était spécifique, avec ce que le client te demandait, tu pouvais customiser. De quelle manière ça marche? Et ensuite, est-ce que les employés peuvent sortir de cette partie customisée pour aller voir d'autres contenus qui existent à côté? Alors, donc la partie 1 de ta question, il y a deux façons. La première, c'est qu'il y a pas mal d'options qui sont disponibles dans l'application. On peut ou pas activer différentes options qui vont les intéresser. Si on parle du contenu en particulier, il y a une entreprise qui peut nous dire « nous, on ne veut pas voir tel ou tel contenu, nous, on ne veut pas voir les contenus sur le yoga ou quoi que ce soit, on va les désactiver ». Et la deuxième façon, il y a des entreprises qui ont déjà du contenu en interne, qui vont nous dire « j'aimerais bien faire apparaître tel et tel et tel contenu ». On va créer, soit on va utiliser leur contenu, soit on va créer le contenu pour eux. Prestation qu'on va du coup, bien sûr, facturer. Donc ça, c'était pour la première partie. Et la suite de ta question, c'était quoi déjà? Est-ce que c'est possible pour l'utilisateur de sortir du Ouais. contenu qui est proposé pour aller voir quelque chose d'autre? Alors, c'est que possible s'il se crée un compte via l'Apple Store tout seul ou le Play Store. C'est-à-dire que le compte entreprise qu'il va avoir, c'est ce que dans son entreprise a envie qu'il voit. Et s'il veut voir l'application générale, il peut, mais il doit se faire un autre compte et qu'il va devoir du coup payer sur l'Apple Store ou le Play Store. Une autre question? Bonjour, justement sur le business model, est-ce que tu fais une version entre guillemets gratuite pour donner entre guillemets l'appétit pour aller un peu plus loin dans l'application? Du coup, j'ai un modèle freemium dans lequel n'importe qui peut télécharger l'application sur l'Apple Store ou le Play Store. C'est classique, tu as accès à 3 à 5% du contenu gratuitement et le reste, tu as le paywall. Et sinon, au niveau business, B2B, ce que je fais, c'est des fois, je mets en place des POC, Proof of Concept, des tests, mais je fais toujours payer les POC. Même si c'est 500 balles, c'est 500 balles, mais l'idée c'est de mettre l'interlocuteur, le prospect, dans une situation de je suis client. Parce qu'on ne juge pas une chose pareille quand on l'a payé que quand c'est gratuit. Donc éventuellement un prix petit, mais toujours payé pour essayer. Quelqu'un d'autre? Oui. Déjà bravo pour ton parcours, parce qu'il est déjà assez atypique, j'ai l'impression. À partir de Dauphine, la finance, tu avais une trajectoire qui devait être différente de celle que tu as prise aujourd'hui, forcément. Et deux questions, la société, elle existe depuis quand? Et est-ce que tu peux nous dire deux mots sur la rentabilité de ton business? Alors, la société, on l'a créée en mars 2020, je crois, juste avant le confinement.
on était beaucoup donc ça correspond à la période où on a rejoint Innovact, qui est l'incubateur à Reims. Donc on était beaucoup au début sur de l'idée, de la conception, de la recherche de marché, discuter avec des clients. Vers le mois de janvier de cette année, on a commencé à comprendre plus ou moins ce qu'on voulait. On a structuré l'équipe, on a développé le produit. En mars, c'était prêt. En mars, on a commencé à faire du business. On a tout de suite eu de l'attraction, à la fois en France mais à l'international. Aujourd'hui, on travaille avec une quinzaine de clients. On fait pas mal de chiffre d'affaires. Au niveau de la rentabilité, on n'est clairement pas rentable. Et je suis très confortable à le dire, au sens où si tu cherches la rentabilité, c'est-à-dire que si tu es rentable, c'est-à-dire que l'argent que tu as en rentabilité, c'est de l'argent que tu n'investis pas dans ta croissance. Et nous, on est vraiment dans une thématique de se dire, on brûle de l'argent, on dépense beaucoup plus qu'on gagne pour croître et créer un leader. Moi, mon objectif, si j'ai quitté mon travail, quitté la sécurité de mon emploi, c'est de vraiment créer une entreprise qui soit un leader au niveau mondial. Et pour ça, si tu es rentable, c'est de l'argent que tu ne mets pas dans ta croissance. Donc, on investit massivement dans la croissance et on dépense beaucoup plus qu'on ne gagne. Mais c'est le modèle d'une start-up qui se veut croître pour conquérir des marchés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question Twitch. Oui, alors déjà merci pour l'intervention. Et je me demandais si là, aujourd'hui, en ce moment avec la période qu'on vient de vivre, avec le développement beaucoup du télétravail notamment, vous aviez pu, peut-être enclencher une vitesse sur ces sujets-là et peut-être le bien-être qui est souvent moins respecté en télétravail aujourd'hui? Ouais, carrément. En fait, l'immense majorité des boîtes, en tout cas tous nos clients, ils sont dans des situations dans lesquelles ils ont vraiment à cœur de bien faire. Et certains il va y avoir des problèmes en télétravail et c'est vraiment contre leur volonté. Ils ont envie absolument de tout faire pour que ça se passe bien. Mais forcément, ça peut créer des cas dans lesquels des salariés se retrouvent, des individus, avant d'être des salariés, c'est des personnes qui se retrouvent isolées ou qui se retrouvent dans des situations problématiques avec les enfants à la maison, où c'est compliqué, qui peut justement avoir des impacts sur le bien-être et la santé mentale de ces personnes. Et du coup, oui, clairement, il y a du contenu dans Myriad qui permet d'accompagner les gens sur ça. Et de manière générale, les entreprises sont conscientes en fait, de ces choses-là et ont vraiment à cœur de faire quelque chose. Et c'est comme ça que se positionne Myriad. Il faut voir qu'une entreprise, mettons, on travaille avec des boîtes à la fois dans la logistique, mais aussi des boîtes comme on travaille avec Total, on travaille avec Canada Goose, des boîtes très différentes. Ce n'est pas leur cœur de métier de savoir comment je fais en sorte que le télétravail se passe bien, qu'il n'y ait pas des gens qui se retrouvent complètement isolés. Ce n'est pas leur cœur de métier. Et elles savent s'entourer avec des gens dont c'est le métier, dont c'est l'expertise, en l'occurrence Myriad, pour aider sur ces sujets-là. Et clairement, le télétravail, c'est le télétravail forcé notamment, c'est un sujet en particulier qu'on traite. Une dernière question? Merci. Moi, je me demandais, alors peut-être que tu as répondu tout à l'heure et je m'étais absenté, je suis désolé, mais ce que tu vends, c'est une solution à une entreprise ou c'est un nombre de comptes utilisateurs, justement? Si moi, mon entreprise a 3 personnes, est-ce que j'achète ta solution à X euros ou X dollars, ou est-ce que si j'ai une entreprise de 25 000 personnes, j'achète 25 000 comptes utilisateurs, dans quel cas, évidemment, le prix serait, j'imagine, pas le même? Ouais, c'est cette option. On vend des licences d'utilisateurs. Donc plus l'entreprise a d'utilisateurs, plus c'est intéressant pour nous. D'accord. Et pour eux, j'imagine que plus il y a d'utilisateurs, plus les négociations sont ouvertes, si je puis dire. Ouais, le prix unitaire est dégressif. On fait forcément, quand une entreprise a 5000 utilisateurs, on ne lui fait pas payer un prix unitaire comme une entreprise qui aurait 4 utilisateurs. Si tu veux avoir une idée, le prix de base sur l'Apple Store, c'est 80 € par an. Et donc du coup, ça part de là. Et plus tu as d'utilisateurs, moins c'est cher. Eh bien écoutez, c'est là-dessus qu'on va clôturer cette deuxième édition de Webinews. Merci beaucoup de votre venue à tous les deux. Merci à vous. Ouais. On remercie aussi Garage qui nous accueille en ces lieux pour justement recevoir tous ces intervenants et pouvoir vous en faire profiter. Et c'est là-dessus écoutez, que ça va se clôturer. On vous donne rendez-vous début novembre pour la 3e édition. On espère vous voir nombreux une nouvelle fois. Merci à tous.